Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Le 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, l'occasion de se remémorer dans la piété et le recueillement l'œuvre grandiose accomplie par le défunt roi au service de la patrie. Ce soir, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin préside au mausolée Mohammed V Karaba une veillée religieuse. Un premier anticancéreux est sur le marché américain depuis quelques mois déjà. Sur les réseaux sociaux, on lui attribue une efficacité miraculeuse contre les cancers, ce qui est complètement faux. Qu'en est-il exactement? Un éclairage à suivre dans ce journal. Restez avec nous. Cette toile nous offre un voyage décoiffant où nos traditions et nos festivités sont décrites avec une grande jovialité. Nous vous proposons une plongée dans le monde sublime de l'artiste peintre marocain Abdelhey Demnati. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin préside ce soir 9 Rabi' II 1440 de l'Hégire, correspondant au 17 décembre 2018 au mausolée Mohammed V Karaba, une veillée religieuse à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, annonce un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Cette veillée religieuse sera diffusée en direct sur les ondes de la radio et à la télévision après la prière d'Al-Maghrib. Nous commémorons donc aujourd'hui le 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, l'occasion de se remémorer dans la piété et le recueillement l'œuvre grandiose accomplie par le défunt roi au service de la patrie, des justes causes de la Oumma arabo-islamique, de la paix et de la sécurité mondiale. Le défunt souverain était soucieux de garantir le bien-être social des Marocains et de préserver les valeurs de cohésion. Un roi bâtisseur qui a permis au Maroc d'entrer dans l'ère de la modernité. Génial, charismatique, visionnaire et bâtisseur, feu Sa Majesté Hassan II a marqué de son empreinte l'histoire moderne du royaume. Un roi fin stratège et unificateur. C'est sous le règne du roi défunt que le royaume a parachevé son indépendance nationale et son intégrité territoriale, dont la clé de voûte est sans conteste la Marche verte, œuvre pacifique et épopée mémorable. C'est également sous le règne du regretté souverain que le Maroc connaît une mutation profonde et unique en Afrique et accomplit des progrès prodigieux, aussi bien sur le plan économique et politique qu'humain, qui se traduisent par une amélioration tangible des indicateurs socio-économiques. Le défunt souverain était soucieux de garantir le bien-être social des Marocains et de préserver les valeurs de cohésion, de solidarité et d'entraide caractéristiques de la société marocaine. Pour ce faire, il a ouvert des chantiers stratégiques: promotion des droits de la femme, consolidation de l'institution familiale, développement de l'habitat social et respect des droits de l'homme et du pluralisme. En qualité de commandeur des croyants, il ne cessait de plaider et d'œuvrer pour l'unité de rang devant les dangers qui guettent la terre d'islam. Les causeries religieuses pendant le mois sacré du Ramadan, une initiative unique du genre dans le monde islamique qui réunissait des savants et théologiens des 4 coins du monde, était très suivie au Maroc et au-delà. Sur le plan extérieur, le charisme, la perspicacité, l'ouverture d'esprit et la vaste culture de feu Sa Majesté Hassan II lui ont valu le respect et l'admiration des dirigeants et des chefs d'État. Sous sa conduite, le Maroc s'est forgé une place de choix dans le concert des nations. Il a pu faire entendre sa voix dans les différents forums internationaux et a joué un rôle de premier plan dans nombre de dossiers régionaux et internationaux de haute importance, tels que le conflit arabo-israélien, la question d'Al-Quds, les missions de paix de l'Union en Afrique et la création de l'Union africaine et de l'Union du Maghreb arabe. Le 20e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, c'est également l'occasion pour le peuple marocain de marquer sa détermination à poursuivre l'œuvre du regretté souverain et d'adhérer au grand chantier initié par son digne successeur, Sa Majesté le roi Mohammed VI, en vue de la consolidation de l'État, de la démocratie et des droits de l'homme.
La Chambre des conseillers tiendra demain mardi une séance mensuelle consacrée aux réponses apportées par le chef du gouvernement aux questions relatives à la paix sociale et à la mise à niveau du capital humain. La séance prévue à partir de 15 h sera dédiée à l'axe portant sur la paix sociale et à celui des défis liés à la mise à niveau du capital humain. La Chambre des conseillers tiendra demain également à 10h30 une séance plénière pour débattre de l'exposé du premier président de la Cour des comptes sur les activités des juridictions financières. Le Royaume poursuit sa marche soutenue vers le progrès et l'émergence. Notre pays a fait un bond de 9 places au classement Doing Business grâce, dans le rapport Doing Business 2019, grâce à sa 60e position sur les 190 pays couverts par ce rapport. Le Maroc confirme l'efficacité des différentes réformes entreprises au cours de ces dernières années pour améliorer le climat des affaires dans le Royaume. Parmi les indicateurs où des avancées remarquables ont été enregistrées, celui du raccordement à l'électricité et celui concernant les taxes et impôts. C'est la période de la cueillette des olives et de la fabrication de l'huile d'olive. Grâce aux pluies abondantes qui ont marqué la précédente saison agricole, les exploitants se consacrent à ces tâches avec beaucoup de satisfaction car la production a atteint des records, notamment dans la province d'Azilal où cette culture s'étale sur 28 000 hectares. Omar Jleidi et Zakaria Moqinbillah. La récolte des olives bat son plein. Dans la province d'Azilal, 16 000 hectares sont consacrés à cette culture. Dans le cadre du plan Maroc vert, 12 000 hectares ont été plantés d'oliviers. Grâce à ces atouts, la production atteint 40 000 tonnes. La filière de l'oléiculture contribue à dynamiser l'offre d'emploi dans la province, soit l'équivalent de 35 jours de travail à l'hectare. Chaque année, 980 000 jours de travail sont générés. Ces indicateurs favorables sont dus à la production importante d'olives, ce qui a des effets positifs sur les revenus des agriculteurs. De plus en plus d'unités de trituration d'huile d'olive sont créées en tant qu'association d'intérêt économique ou dans le cadre d'entreprises privées, utilisant des techniques modernes ou traditionnelles. Cette année, il y a une bonne récolte d'olives. Pour les agriculteurs, les coûts de production sont corrects. Les clients peuvent s'approvisionner en huile d'olive de qualité à des prix raisonnables. Dans la province d'Azilal, la filière de l'oléiculture est un facteur de croissance socio-économique et de développement. Au niveau national, la production a enregistré cette année une hausse de 28% pour totaliser 2 millions de tonnes d'huile d'olive. Plusieurs Palestiniens ont été blessés ce lundi dans des affrontements avec des soldats israéliens. Cela s'est passé au nord de Tulkarim, en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a également détruit ce matin le logement d'un Palestinien accusé d'avoir tué 2 Israéliens début octobre en Cisjordanie occupée. Et à Tulkarem, des centaines de soldats israéliens ont entouré dans la nuit la maison située à Shweikar, dans le nord de la Cisjordanie, sous occupation israélienne depuis plus de 50 ans. Et des affrontements ont éclaté entre forces israéliennes et palestiniennes avant la démolition et 3 personnes ont été blessées par des balles en caoutchouc. Les combats font toujours rage à l'ouest du Yémen, plus exactement à Al-Hudayda. Les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles Houthis gagnent effectivement en intensité alors qu'un cessez-le-feu sera appliqué dans la région à partir de demain mardi. Les Nations Unies placent beaucoup d'espoir en cette trêve qui devait initialement entrer en vigueur la semaine dernière. Elle a été retardée pour, je cite, des raisons opérationnelles. Un premier anticancéreux est sur le marché américain depuis quelques mois déjà, autorisé par la FDA, l'Agence des produits alimentaires, des médicaments, la Food and Drug Administration. Cette molécule cible des tumeurs ayant un profil génétique spécifique et non pas l'organe atteint, mais sur les réseaux sociaux, on lui attribue une efficacité miraculeuse contre les cancers, ce qui est complètement faux. Qu'en est-il exactement? Zakia Belkas s'est rendu à l'Institut national d'oncologie de Rabat. Le commentaire est signé Mohamed Elchkar. Regardez. Le nouveau médicament. Révolutionnaire? Peut-être. Mais il faut relativiser pour le moment.
Le nouveau médicament a certes obtenu l'autorisation de l'autorité compétente américaine, la FDA, mais il n'est testé que sur une mutation génétique définie. Il se dirige directement sur la mutation génétique NTRK, qui est positive chez 1% des patients. Et ce médicament est basé sur une étude surtout de 55 personnes. Sur cet échantillon de 55 malades, il y a eu 75% de réponses positives au nouveau traitement sur une période de 6 mois. Un taux d'efficacité qui est tombé à 39% seulement sur une année. Bref, une expérience limitée à un type précis de mutation génétique cancéreuse. Il faut chercher ce biomarqueur pour pouvoir donc l'appliquer chez des malades qui sont déjà métastasés, c'est-à-dire des malades stade 4 ou des malades chez qui la chirurgie n'est pas possible. Le nouveau traitement est sur mesure. Beaucoup d'espoir, mais aussi un traitement qu'il ne faudrait pas prendre pour une molécule miracle. L'AFD a donné une autorisation rapide, mais ça ne veut pas dire que tous les malades, ce médicament, on peut l'utiliser pour n'importe quel malade. C'est un médicament qui est vraiment dirigé selon les indications et je crois que c'est un pas, mais quand même qu'il faut relativiser ces renseignements. La molécule du nouveau traitement cible une mutation génétique trouvée dans certains types de cancers. Cette toile nous offre un voyage décoiffant où nos traditions et nos festivités sont décrites avec une grande sensibilité et jovialité. Je vous parle du monde sublime de l'artiste peintre marocain Abdelhaye Demnati, un monde marqué par la finesse, l'harmonie, la précision et la science du détail et surtout baptisé de la mémoire en miniature. Son exposition à la galerie B&S à Casablanca se poursuit. Mostafa Ouda et Dominique Orlando. Il suffit d'observer un seul de ces tableaux pour qu'instinctivement la magie de son travail opère. Et ils sont très peu nombreux à pouvoir le contester si l'on se réfère à l'adhésion générale constatée durant son vernissage. La panoplie d'images ô combien fertile qu'il réussit à insérer en chacune de ses toiles est un véritable hymne à la haute précision, à la science du détail, de l'équilibre et de l'harmonie. C'est un travail de longue haleine. Chaque tableau prend un temps qui est très précieux. La miniature, c'est un art qui est enraciné dans la tradition arabo-islamique. Et à travers cet art, je voudrais présenter à la nouvelle génération un art qu'ils ne connaissent pas, malheureusement. Et qui gagnerait évidemment à être redécouvert par le plus grand nombre, tout comme le devraient être toutes ces scènes de vécu au quotidien qui sont chez Monsieur Demnati comme nimbées d'un mince filet de nostalgie à la texture toujours très soyeuse. Chaque tableau représente une période de ma vie, dans ma ville natale que j'ai vécue et que les Marocains ont vécu aussi. Et je voudrais partager cette belle époque que nous avons vécue. La fin des années 60, les années 70, la chaleur familiale, la chaleur des voisins, les festivités dans la rue, beaucoup de choses. Malheureusement, quand on regarde maintenant, ces choses vont se dégrader peu à peu. En attendant, se charge-t-il de les graver sur papier pour empêcher qu'une telle beauté ne s'évapore, qu'un tel idéal de vie ne soit que la seule marque d'un passé lointain. Ce que révèle aussi la sagesse de son travail d'orfèvre est à rapprocher sans doute d'une certaine philosophie de l'absolue patience. C'est l'un des moments les plus attendus de l'année par les amoureux du ballon rond. Le tirage au sort complet des 8e de finale de la Ligue des Champions. Il a eu lieu cet après-midi à Lyon, en Suisse, au siège de l'UEFA. Le Real Madrid affrontera l'Ajax Amsterdam. Le FC Barcelone jouera contre Lyon.
L'Atlético Madrid retrouvera la Juventus de Turin. Le PSG croisera pour sa part le fer avec Manchester United. L'AS Roma jouera contre le FC Barcelone, le FC Porto plutôt, et Liverpool contre le Bayern Munich. De grandes rencontres à suivre entre février et mars. Elles promettent beaucoup de spectacles. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur notre antenne.